Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Les jours défilent, ne se ressemblent pas, le podcast existe toujours mais les invités évoluent. Et aujourd'hui j'ai envie de dire, je suis très content de recevoir Chérine. Pourquoi je suis content ? Évidemment tu as une histoire incroyable, mais au-delà de ça, j'aurais jamais pu deviner ce que tu faisais si tu me l'avais pas expliqué. Incroyable. Et je ne savais presque même pas que ça existait comme métier. Qui plus est en autodidacte. Ça va, c'est une bonne intro ou quoi ? Ouais, super, nickel. Bon, comment ça va, chérie ? Ça va super bien. Merci de me recevoir sur le podcast. Merci à toi d'être venu. On le dit, t'es quand même venu de Lyon. Ça va, le trajet était good ? Ouais, nickel. Ça va, tu te plains pas des JO à Paris, là ? Ah, pas encore, mais y a beaucoup de monde. Hein. On est d'accord. Ouais. Hein ? Bon. What do you do for a living ? Alors putain, tu m'as dit pas en anglais, désolé. Effectivement, je sais même pas ce que tu as dit en fait. Je dis, qu'est-ce que tu fais dans la life ? Ce que je fais aujourd'hui, je suis dirigeante de Business et Cosmétiques, qui est une entreprise qui accompagne les marques de cosmétiques de A à Z pour se lancer. Mhm. Donc notre mission, c'est de simplifier l'accès au marché de la cosmétique sans devoir vendre un rein. C'est le projet. Excellent. Donc on accompagne soit pour la création de laboratoires artisanaux, soit en sous-traitance en laboratoire. L'objectif, c'est vraiment d'optimiser les coûts pour qu'elles puissent se lancer sereinement. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens qui se lancent et les produits ne passent pas la fiche technique en théorie ? Enfin, c'est quoi ? Ça dépend des porteurs de projets. Il y en a surtout qui vont fabriquer chez eux de façon artisanale des produits. Genre, ils sont adeptes d'Aromazone et ils fabriquent et ils vendent sur les réseaux alors que c'est illégal. Et donc, généralement... Tu dois être certifié à ce moment-là, normalement ? Ah, il n'y a pas de certification, mais il y a une mise en conformité des produits, ce qu'on appelle une évaluation de sécurité toxicologique. Et tu dois avoir un laboratoire conforme pour pouvoir faire ça. Ok. Donc généralement, elle commence à avoir beaucoup de clients, elle se dit « Ah, il faut que je mette en conformité » et c'est là qu'elle me découvre. Ou j'en ai qui ont un projet, qui n'ont aucune connaissance, mais qui veulent créer une marque et du coup, elles ont besoin d'être mises en contact avec des labos. Et j'imagine Donc, que tu recommandes la deuxième solution, le plus tôt le mieux. Ça dépend de l'objectif de l'entreprise. Parce qu'il y en a qui veulent juste avoir un peu d'argent et être artisanal. Ok. Et d'autres qui veulent tout péter, qui veulent vendre chez Sephora, etc. Et donc là, sous-traiter en laboratoire, c'est beaucoup plus intéressant. Donc toi, tu vas voir les gens avec de grandes ambitions Oui. qui veulent tout péter. Moi, je veux Toi, ces clientes-là, bien sûr. Et Toi, j'en tu ai pas veux mal. tout péter ou pas ? Bien sûr. On Ouais. est là pour ça. Bon, on va reprendre le début. La première question que j'allais te poser, c'est comment t'es arrivé là ? Mais tu vas nous faire un petit storytelling juste pour te donner un petit peu le sommaire de ce podcast. Évidemment, on va parler de cosmétiques, on va parler de l'aspect technique et spoiler, tu n'as pas fait d'études dedans, mais je crois que tu as fait même des formations où tu t'es en tout cas on dit autodidacte, mais alors ce serait quoi le verbe ? Auto-formé. Auto-formé, Ouais. merci. Ouais. On peut dire qu'il est vendredi 18h30. J'avoue. Qui fait archi chaud dehors, j'espère que ça se voit pas encore. Ouais. Si, il y a des petites taches de transpication. Ça se voit C'est pas grave. Ça se- T'inquiète, je fais genre, je vais retoucher, rien du tout. Il y a une autre chose aussi, et je vais entre guillemets dire l'état, mais c'est pour ça que moi j'adore. T'as vécu des choses, je vais même pas le spoiler, on verra ce que tu nous racontes. T'as vécu des choses perso qui, je pense, te drive encore au quotidien. Ça se répercute évidemment sur l'entrepreneuriat. Pourquoi tu t'es lancé ? Une des questions que je te poserai tout à l'heure qui est claire, c'est quoi la ligne d'arrivée ? Je ne pense pas qu'il y ait de ligne d'arrivée, mais on va en parler. Bref, reprenons le commencement. Si tu peux me parler un peu de toi, où est-ce que tu as grandi et surtout comment tu as atterri dans ça, quoi. Si c'est pas par les études, c'est par quoi ? Eh ben, déjà, pour commencer, moi, j'ai grandi en banlieue lyonnaise. Donc, très vite, j'ai été... Villeurbanne, non ? plus Vaux-en-Velin et Initieux, Ouais, je suis le initialement. mec, c'est le seul truc que je connais. Mais ok. Mais c'est pas loin, c'est à côté. Ok. Donc, c'est pas déconnant. Mais j'ai été déscolarisée à l'âge de 16 ans par ma mère qui souhaitait me marier initialement. Et donc, très vite après, j'ai grandi en foyer, etc. Et j'ai connu, on va dire, la cosmétique parce que à 18 ans, je me suis mariée par dépit. Et forcément, quand j'ai eu mes enfants, parce que je suis maman de 2 enfants, je me suis vite demandé qu'est-ce que j'allais leur mettre sur la peau, etc. Et c'est là où j'ai commencé à on va dire, former sur la formulation cosmétique, le mélange des substances, etc. Donc, c'est de là que ça a démarré initialement. Donc en mode cliente juste, pour tes enfants, quoi. Enfin, que je C'est dis ça. cliente des solutions, et quoi, t'as découvert que c'était un gros bordel dedans ? C'est ça. J'avais beaucoup de produits qui venaient de pharmacie et du coup, je voyais que les substances, elles étaient issues de la pétrochimie, qu'il y avait des conservateurs
un peu controversés, qui sont potentiellement perturbateurs endocriniens, etc. Donc, ils perturbent les hormones. Et de là, en fait, j'ai vraiment voulu créer une solution et j'ai lancé ma marque de cosmétiques qui s'appelait Voie Lactée, qui était une marque de cosmétiques pour la maternité de manière générale, donc bébé et maman. Tu as commencé toute seule dans ta cuisine? J'ai commencé, oui, dans ma cuisine de base à faire mes prototypes, mais j'ai connu, entre guillemets, l'entrepreneuriat bien avant. Parce que j'avais créé un blog de cuisine où je vendais par la suite des cupcakes. J'avais une petite communauté sur Insta et Snapchat. Après, je vendais des conseils à l'allaitement. Et c'est vraiment dans un troisième temps que j'ai créé ma marque de cosmétiques. Alors, avant de rentrer dans la cosmétique, pourquoi tu as entrepris? Pour moi, je connaissais pas le terme entrepreneur. Il fallait que j'ai une source de revenus. Et donc, pour ça, il fallait que je vende des choses. Et donc, c'était naturellement que ça s'est fait de base. C'est le besoin, tu dirais, c'est le besoin de thunes concrètement et de nourrir tes enfants, quoi, qui a fait que. Exactement. Et puis, l'envie aussi de faire des choses que je kiffe, de m'accomplir. Je connaissais plein de choses, je savais plein de choses. Donc, je savais que ça allait aider les autres et qu'on allait me payer pour ça, quoi. Putain, c'est ouf. Vraiment, tu savais qu'on allait te payer pour ça? Tu savais la valeur que tu créais et tu n'avais pas de doute là-dessus? Bien sûr, parce qu'à chaque fois que je faisais quelque chose, j'en parlais autour de moi, je voyais sur les réseaux et je voyais bien qu'il y avait des personnes qui étaient limitées. Et donc, si 1, 2, 3 personnes auraient aimé avoir accès à tel produit, telle solution, conseil maternité ou à des recettes de cuisine pour tous, pour la maison, etc., forcément, je peux monétiser. Ok. Tu as monétisé dès le départ? Dès que tu as commencé à vendre, quel que soit, que ce soit, là on parle du blog de cuisine ou après les produits pour, tu t'as dit, l'allaitement, pardon. Des produits pour la maternité, donc oui, il y avait allaitement, il y avait des produits pour bébé, maternité, etc. C'est autre chose, ouais, j'ai confondu. Passons, on cuttera. Non, je rigole. Mais est-ce que dès le départ tu as vendu ou est-ce que tu as commencé à créer des produits pour toi et à essayer de les proposer, je sais pas, c'est à des proches, de la famille, comment ça se passe? Comment on se lance? Pas forcément sur Business and Cosmetics, mais déjà tes premiers business. Alors sur la partie Voie Lactée, donc ma marque cosmétique de base, j'ai commencé à faire les prototypes à la maison, je les ai testés sur mes enfants, sur moi, etc. En mode avec les produits Aromazone, comme je pense tout le monde. Et par la suite, je me suis dit que d'autres personnes allaient avoir besoin. Donc en fait, vu que j'avais déjà une petite communauté sur les réseaux, par mon blog de maternité, de cuisine, etc., parce que je faisais des boudoirs faits maison, machin. Donc j'avais déjà des personnes qui étaient prêtes à acheter le produit avant qu'il soit mis sur le marché. Donc tu faisais de la, comment on appelle ça? La prévente. Ouais, aussi, ouais, du pré. Ok, donc c'est de la levée. En gros, tu prenais de l'argent en leur promettant un produit qui n'était pas encore fabriqué. Exactement. Est-ce que c'est le meilleur moyen de faire des thunes? Ça dépend, l'objectif, ça dépend. Tous tes autres business, t'as fait ça comme ça ou pas? Non, quand je vendais des cupcakes, vu que la matière première, elle est assez accessible, c'était beaucoup plus facile. Donc, j'avais un peu d'argent de côté. Je démarrais avec, je crois, 50 €, un truc comme ça. Ok. Et je vendais des cupcakes autour de chez moi. Dans les boulangeries, je les posais. Dans des chichas, je me rappelle à l'époque. Ah, trop drôle. Donc non, pour tout ce qui est cuisine, non. Mais la cosmétique, ouais, j'avais pas les moyens. Donc. C'est quoi, quand tu dis Voie Lactée, pour les moyens, c'est quoi? Et d'ailleurs, tu parles d'un mot depuis tout à l'heure, Aromazone, c'est ça? Oui. Tu peux m'expliquer un peu c'est quoi? Ok, Aromazone, c'est l'une. Non, mais peut-être qu'il y a des gens qui veulent se lancer. Bien sûr, hein, mais Aromazone, c'est la plus grosse boutique aujourd'hui qui propose la vente de matières premières. C'est Amazon d'aromatique, c'est quoi ouais, un peu ça. C'est un peu ça, ouais. Ils ont deux ou trois boutiques, je crois, en France et ils ont leur site web. Okay. Et en fait, quand tu veux faire des produits toi-même faits maison naturellement, généralement, tu te sources chez eux. Donc, c'est quoi? C'est des arômes artificiels que tu achètes? Ça ressemble à quoi? C'est des petites... C'est des huiles végétales, des beurres, des émulsifiants, des tensioactifs, des conservateurs, des actifs, des parfums, des huiles essentielles, des hydrolats. C'est toutes les substances naturelles pour créer un produit, quoi. Et toi, tu te retrouves chez toi et tu fais ton petit mélange avec tes doses, etc. C'est ça. Comment j'ai eu Kelly Massol dans le podcast des Secrets de Loli et j'ai eu un retour de quelqu'un, c'est pour ça que je te pose la question, qui m'a dit c'est dommage, ok, elle a fait ça dans sa cuisine, mais on ne sait pas exactement comment elle l'a fait. J'aimerais comprendre à quel moment, donc ok, tu fais 2-3 recherches, mais il y a une différence entre sourcer des matières premières et avoir la solution. Et d'ailleurs, pour aller plus loin, il me semble que quand tu as des emballages, ils te mettent juste les ingrédients, mais ils te disent pas la proportion. Parce que sinon, tu voles la recette. Comment on crée une recette?
C'est une très très bonne question. Il y a plein de façons. Généralement, tu vas partir d'un problème que tu as identifié. Et de là, tu vas vouloir faire de la recherche, un peu de la R&D, donc par des sites sur Internet, des sites spécialisés dans les substances, ou des sites où il y a des études scientifiques. Et de là, tu vas commencer à sélectionner. Tu vas dire, par exemple, je sais pas, l'huile de jojoba, c'est bon pour la régulation du sébum, etc. Et donc, tu vas sélectionner les matières premières. Et ensuite, pour formuler le produit, généralement, à Aromazone, ils font bien les choses, c'est qu'ils écrivent des fourchettes de pourcentage que tu peux mettre dans le produit. Okay. Donc, après, c'est que du test. Après, c'est de la tambouille, quoi. Donc, en gros, tu as tes produits, tu les testais sur tes enfants? Bah non, sur toi. Ah ouais? Arrête, c'est des cobayes, tes enfants? Ils vont bien. Ils vont très très bien. Donc, je leur ai réglé plein de problématiques comme l'acné du nourrisson, les croûtes de lait, etc. Donc j'ai pu solutionner beaucoup de choses avec les produits naturels. Mais étant donné que c'est des substances naturelles, il n'y a pas un très grand risque, hormis pour la conservation. C'est toi qui choisissais les substances naturelles, ou tu veux dire que Aromazone vend que du naturel? Aromazone vend que du naturel, mais quand on met des conservateurs, on doit connaître vraiment les pourcentages pour pas que ça crée des problématiques d'irritation, etc. Donc il y a beaucoup de recherches à faire en amont. Donc, mais les substances, vu qu'elles étaient naturelles, il n'y avait pas un grand risque. Okay. Et ça te coûtait combien? Parce que pour revenir là-dessus, sur Voie Lactée, développer ton premier produit, ça te coûtait combien? Je dirais, donc en prototype, achat de matières premières, peut-être une centaine d'euros maximum. Après, pour la mise sur le marché du produit, donc là, j'ai payé à peu près 500 euros. Ok. Donc, ça comprend quoi, 500 euros? 500 euros, c'est uniquement la partie, on va dire, toxicologique, donc mise sur le marché du produit, rédaction du dossier d'information de produit. C'est un peu la carte d'identité d'un cosmétique. Okay. Pour qu'il soit mis sur le marché, on a besoin d'avoir ce document-là. C'est réglementé. Exactement. Okay. C'est un marché qui est réglementé. En fait, c'est l'Europe qui est réglementée, c'est pas que la France. Ok. On a la même réglementation en France et en Europe. Bah oui, je suis bête. C'est pour ça que Sephora peut vendre les produits directement dans. Ok. Exact. Donc 500 balles pour ça, le packaging dans tout ça? Le packaging aussi, on fait des tests, on doit avoir des documents réglementaires. En fait, il y a vraiment un gros sourcing réglementaire de documents de traçabilité, de tests. Et en termes de temps? 3 mois 6 mois. Une fois que tu as la bonne formule. Ensuite, là, tu as 3 ou c'est quoi? Et combien de temps tu testes avant de trouver la bonne formule? Et combien de temps tu prends une fois que tu as la bonne formule avant que ça arrive sur le marché? Je dirais pour trouver la formule, si vraiment tu es assidu, je sais pas, 1 mois, peut-être, 2 mois max. Et puis après, pour toute la partie test et mise sur le marché, je dirais à peu près 3 à 6 mois. Donc, Ok, donc là, il fallait. Ok. Comment tu as réussi à vendre en préfinancement? Avec PayPal à l'époque. Non, mais comment monétiser une communauté en fait? Comment te dire que même tu as fait tes petits échantillons, tu as enfin réussi après je ne sais combien, on va dire 3 mois en tout cas d'essai, tu as la bonne formule. C'est un truc pas palpable, mais comment faire en sorte que les gens te fassent confiance avant même que le produit existe? Parce que je leur parlais beaucoup des problématiques que je rencontrais avec mes enfants sur leur peau. Je parlais beaucoup avec elles. Beaucoup de mamans me disaient « Ah oui, moi, mon fils, il a ça, ma fille, elle a ça ». Donc en fait, c'est déjà de base d'informer sur les solutions qui existent, montrer aussi l'intention qu'on a, donc pourquoi on veut faire les choses, qu'on veut apporter des choses différentes. Et à l'époque, c'était pas comme maintenant où il y a plein de produits naturels pour les bébés. À l'époque, il y en avait vraiment pas, quoi. Donc c'est vraiment partager les coulisses, expliquer pourquoi on veut faire les choses et être vraiment dans l'échange, converser, etc. Il y a un double truc, hein. Il y a évidemment expertise parce que tu t'es posé les questions, donc les personnes se posent les mêmes questions. Mais il y a de l'humain, genre. Tu dois laisser transparaître, je sais pas, de la bienveillance, etc. En gros, on peut plus vendre aujourd'hui si on achetait Voie Lactée ou on achetait Chérine et peut-être son histoire, je sais pas à quel point t'en parlais à l'époque. Je parlais pas forcément de mon histoire, mais je pense qu'on a acheté le fait que Chérine propose une solution avec Voie Lactée. On achetait les deux. On achetait le matching Chérine Voie Lactée. Exactement. Tu l'as intellectualisé ça ou c'est aujourd'hui? Là, on en parle quelques années plus tard. Brut de pomme. Ouais, parce que, spoiler, on n'a toujours pas parlé exactement, même si t'as présenté Business Cosmetics. Oui. Oui. On va en parler, mais je suis hyper curieux de comprendre comment t'es arrivé là. Yes. Ouais, juste dans la chronologie, t'as fait combien de CA avec cette boîte? Putain, je sais pas si tu peux parler, j'adore moi poser des questions de chiffres. Allez, tu boiteras en touche si je veux pas. Comme tous les entrepreneurs. Mais ouais, et c'est quoi la limite en fait? Pourquoi tu as voulu lancer Business and Cosmetics? Pourquoi t'es pas resté dans Voie Lactée?
C'est une très bonne question. De base, au bout de 3 mois, je pense que je faisais à peu près 10 000 euros de chiffre d'affaires, donc en micro. Par mois? Ouais, par mois. Ok. Et puis après, donc j'ai commencé à industrialiser parce que j'avais créé un mini labo, etc. Parce qu'entre-temps, j'avais passé un titre sur la mise sur le marché de produits cosmétiques, les normes BPF, ISO 22700, etc. Donc, parce que t'étais obligé ou parce que fallait sous-traiter, ça aurait été galère? Parce que je suis hyper curieuse et que j'avais besoin de connaître toutes les étapes, une par une, de pourquoi je dois faire ça, pourquoi c'est obligatoire, pourquoi c'est réglementaire, pourquoi... J'avais trop besoin de tout comprendre. Okay. Ouais, donc j'ai passé mes diplômes réglementaires pour créer le labo, pour la mise sur le marché des produits. D'ailleurs, c'est là-bas que j'ai rencontré des personnes qui m'ont dit mais tu devrais trop créer un cabinet de conseil pour nous aider parce que je simplifiais en fait les connaissances, etc. Et donc, pour revenir à ta question, j'ai vite fait, je pense, la première année, entre 50 000 et 90 000 de chiffre d'affaires par là. Et donc, les produits valaient combien à peu près? Enfin, c'est combien de pièces? C'est quoi? Ils étaient à peu près à 35 euros, je crois. En fait, moi, j'ai toujours fait des trucs un peu haut de gamme. Ok, non, mais very interesting. Voilà, Pourquoi? J'ai toujours été sur des... Parce que l'expérience client, j'aime beaucoup le luxe, apporter quelque chose de qualitatif, d'avoir vraiment un onboarding de qualité, d'avoir un suivi, d'avoir du feedback, de créer avec les autres. Enfin, c'est intéressant. J'ai fait aussi des études sur le code du luxe, etc. à l'Élysée Marbeuf. Enfin, j'ai toujours été passionnée par le fait de faire... apporter le meilleur, quoi, un truc l'excellence, qualitatif, quoi. Ok. Et toi, tu te dis pas mettre un prix trop haut, putain, tu vois, je dois délivrer derrière. Au contraire, tu te dis, c'est parce que je vais faire une approche presque sur mesure, je vais pouvoir parler directement à mes clients. Mais au-delà de ça, est-ce que le prix élevé renforce la confiance? Ça dépend de la satisfaction. Ok. T'as eu des clients qui n'étaient pas très satisfaits? Non. Satisfaites? Non. Non, jamais. Ouais, je le dirais, mais non, Lève non, jamais. la main et prête Je le serment. J'ai jamais eu de cliente insatisfaite. Après, ça dépend insatisfaite sur quoi, sur des délais, sur des choses comme ça arrive. Mais sur la qualité du produit, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Okay. Mais après, par la suite, j'ai sous-traité en laboratoire. Donc, c'est là où j'ai délégué la production. Et peut-être 6 mois après, mes formules ont été rachetées par une marque de cosmétiques présente. Trop d'infos que tu me donnes. Attends, déjà, est-ce que c'est pas le plus dur de déléguer? Parce que surtout quand tu te positionnes haut de gamme et que tu as un gros service, une qualité aussi de produit, c'est un putain de risque, non? Comment on fait? Comment on fait? En fait, on délivre les process, quoi. C'est l'objectif, c'est vraiment... Et d'où l'importance de connaître la réglementation, parce que si je ne connaissais pas, j'aurais pas pu transmettre correctement ma formule, les process, etc. Non, si tu signes des contrats de confidentialité, on peut pas... Enfin, après, faut un peu jugeoter et mettre des choses en place. Tu l'as développé avec ta formation avant, non? Même non, pas, même pas c'est okay. Pour moi c'est du bon sens. Ok. C'est juste du bon sens et je vais travailler avec un prestataire. Après, par rapport à mon histoire, depuis mes 16 ans, je me débrouille toute seule, donc j'ai fait ma carte vitale toute seule. Donc je comprends vite le système, j'ai vite compris comment le système fonctionnait, quoi. Ouais, grande débrouillarde et c'est vrai que les gens comprennent pas forcément. Moi, évidemment, je connais une partie de ton histoire, donc on va revenir là-dessus. Mini question comme ça, juste. Et là, je parle de nous en tant que end user. Je parle à toutes les mamans ou futures mamans. Est-ce que tu deviens... en fait, ce que je trouve fou, c'est que quand on a des produits en pharmacie, on a tendance à se dire pharmacie, médicale, c'est validé. Le jour où tu découvres toutes ces merdes, le jour où tu commences à voir qu'il y a des applis comme Yuka qui existent, qu'il y en a plein d'autres, que ça s'attaque à la cosmétique, pardon. Eh ouais, c'est le nom de ton business. Bref, est-ce que tu deviens pas hyper méfiante? C'est hyper dur, non? Si, quand tu comprends bien les dessous de la réglementation et de comment c'est mis sur le marché et de plein de choses, tu comprends qu'il y a beaucoup de marketing, sachant que les produits qui sont en pharmacie ne sont pas des produits médicaux à proprement parler. Il y a des produits médicaux, donc pharmaceutiques, etc., qui sont délivrés par des ordonnances ou pas, mais il y a aussi des produits type cosmétiques qui vont être plus de la derma cosmétique, quelque chose comme ça, de la derma. Parapharmacie. Exactement, ouais. Okay. Mais... il n'y a jamais vraiment de preuve d'efficacité qui est fait dessus, c'est beaucoup de marketing. T'as plus de confiance dans les grandes marques? Quand je dis t'as plus de confiance, quoi qu'il arrive, tu t'en fous de la marque, tu vas quand même regarder après, tu auras validé la marque, mais tu vas toujours regarder la liste des composants. Bien sûr, toujours. Pour de la bouffe aussi, etc. Pour tout. J'ai commencé par la nourriture et puis après par la cosmétique d'ailleurs. Tu utilises Yuka ou pas? Non, j'ai pas besoin.
En 2 secondes, je lis une listing key, je suis capable de savoir ce qu'il y a dedans, Ouais, mais quel t'as ingrédient, un niveau etc. de skills, ok, t'as un niveau de connaissance. Excuse-moi, là c'était Y a le pas de petit souci. dérapage. Mais l'aparté, si Ouais. je peux me permettre, c'est que quand j'ai voulu lancer ma marque de cosmétiques, ce qui m'a trigger, c'est le fait de lire l'étiquette et de Ok. voir que tout était écrit en latin. Et j'ai dit Ouais. pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez nous cacher? Tout petit déjà en plus, j'imagine. et ça, Ok. et ça a développé ma curiosité. C'est là où Est-ce que c'est le fait d'avoir fait plein de recherches et de ne pas avoir trouvé des solutions ou des réponses carrées et transparentes que tu t'es dit il y a un problème, donc il y a un business? exact. C'est quoi là, si on intellectualise 30 secondes, si demain tu devais lancer un autre business, un nouveau, là tu parles d'une feuille blanche, ou et de ta tête, hein, ce que tu as vu et tout, par quoi tu commencerais? Bon, normalement, c'est les questions qui arrivent à la fin du podcast. Si je devais lancer un nouveau business, quelle est la première étape que je commencerais? Ouais. C'est vraiment de définir ce que j'appelle le cercle d'or, c'est-à-dire le quoi, pourquoi, comment. Donc, qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. Et donc, de définir ma différenciation et le message que je veux faire passer avant toute chose. Ok. Donc, je vais beaucoup, on va dire, conceptualiser le projet avant de réfléchir quel va être exactement le type de produit qui va apporter la solution. Ah, c'est ok, tu rentres pas sur un produit défini et ensuite, ok. Et comment tu détermineras ce produit-là par la suite? Tu vas essayer de parler avec des gens? Généralement, oui, je vais faire beaucoup une étude de marché. Je vais regarder ce qu'il y a en... C'est quoi une étude de marché? Parce que c'est des grands mots. Mais Ouais, c'est pas- c'est une très bonne question. Alors moi, c'est vraiment sur le terrain, parce que tu peux le faire sur Internet, regarder des articles, etc., blabla, ok. Mais moi, je vais dans les magasins, je regarde c'est lequel produit qui est le plus stock out. Je vais Ok. parler avec les gens dans la rue. Il y a une meuf, je vais la voir avec son panier, avec pourquoi t'achètes ce produit-là, qu'est-ce que Ok. t'as aimé dedans. En fait, je vais vraiment connecter avec le monde extérieur et je vais me dire, bah là, il faut que je parle à 50, 100, 200 personnes pour poser 5 à 10 questions similaires. Et après, je vais me faire mon analyse. Et Est-ce mon que tu arrives dans interprétation. le cadre en mode ouais, je fais une recherche parce que je veux monter une boîte? Non. Non. Non, en mode friendly, salut, Et je viens du coup, gratter ça biaise l'amitié. Non, mais c'est top, ça biaise de encore moins la réponse. Enfin, Mm. elle est censée être hyper honnête. On revient là-dessus, je t'ai quand même posé cette question. Tu as fait 50 000, après tu me disais donc la première année, c'est ça? Ou un peu plus? La Ouais. boîte, elle a duré 2 ans. Après, j'ai Et été, donc tu as achetée. revendu ça. C'est ça. Qui, comment? Alors, je ne peux pas dire qui parce que j'ai des contrats de confidentialité. En fait, pendant 10 ans, je n'avais pas le droit de dire que j'avais vendu les formules. Et là, pendant 10 ans, t'as pas le droit de dire à qui? Et là, à vie, en fait. Ah, à vie, En fait, moi, carrément, ok. exactement. En fait, moi, je me suis fait un peu avoir parce que j'avais 19-20 ans à l'époque, même 21 ans. Et donc, pour moi, on m'avait proposé une somme, on voyait l'efficacité des formules, etc. Je me suis dit, ah, trop bien, cette marque-là, elle va pouvoir apporter les formules à un plus grand nombre de personnes. Et c'est ce que je voulais, Mhm. avoir plus d'impact. Mais en fait, c'était très peu d'argent pour ce que c'est. Les avocats qui t'harcèlent. Enfin, Tu regrettes d'avoir vendu? je regrette pas parce que ça m'a fait grandir et voilà. Mais Et puis c'était une somme d'argent, j'imagine, à l'époque, ouais. qui est dérisoire peut-être aujourd'hui, mais c'était une première victoire pour toi? Ouais, c'était vraiment une première victoire et c'était aussi mon objectif parce que moi je voulais que mes formules soient apportées à un plus grand nombre. Mais c'est vrai que des fois j'aimerais dire Cette ma formule, formule. aujourd'hui, tes formules, Oui. elles vivent encore, tu les vois? Oui. T'es fier? Ouais, je suis fière. Elles n'ont pas été dénaturées? Elles n'ont pas été dénaturées. La marque, elle a continué sur ses valeurs de base, donc c'est ça qui me fait un peu du baume au cœur. Ok. Mais t'aurais bien pris plus de thunes. exactement, c'est Pourquoi juste ça ça. a tout boomé depuis, en gros? C'est quoi? C'est que tu vois tes produits vraiment partout, un peu trop, et là t'es en mode oh putain, j'aurais pu prendre plus d'argent? Ben, je les vois pas partout de fou parce que c'est très niché quand même la maternité, mais je les vois quand même souvent en Ok. pharmacie ou des mamans l'utiliser, des personnes que je connais l'utiliser. Je peux pas dire bah c'est ma formule, même Y si a c'est pas ma marque, personne c'est qui ma sait formule. dans ton cercle? Non, il y a personne. Bah même mon petit ami il me dit mais dis-moi, donne-moi. Des fois il regarde sur Instagram, il me dit c'est cette marque. Non, je ne te dirai rien parce que vu le coup de pression que j'ai eu des avocats, je me dis non merci, On ça va va aller. rester là. On va en rester là. Suite de la chronologie, il se passe quoi après cette revente? Ce qui se passe, c'est que je réfléchis à ce que je vais faire et je repense à toute la partie formation que j'avais faite sur la réglementation cosmétique. Donc là, je décide de passer un DUT en création et gestion d'entreprise. Pour
parce que je voulais juste avoir un Avoir des- diplôme, parce que de base, vu que j'étais déscolarisée à 16 ans, j'avais pas de diplôme, et je me suis dit, Mhm. je vais en apprendre plus sur la création d'entreprise, sur pilotage d'un projet. T'avais déjà créé une entreprise, même si t'étais une micro-entreprise. Tu sais quoi, tu te sentais pas légitime? Je pense que j'avais un peu ce manque de légitimité, et puis j'avais vraiment envie d'avoir un diplôme. En fait, j'avais peur qu'un jour on me dise, oui, mais t'as rien fait dans ta vie. Enfin, tu vois, Ouais, fait des j'ai- thunes déjà, mais... oui, mais voilà, j'avais un Ok. peu cette frustration-là, on va dire. Et donc, j'ai eu mon DUT en 4 mois, je crois, en 4 mois. Et c'était un parcours assez spécial. On devait présenter un projet devant des jurys, machin, pilotage de projet financier. C'était hyper intense. C'était quoi le projet? C'était un projet de marque cosmétique. Ok. Mais là, sur un autre concept, etc. Pour te servir qui? Juste par curiosité, toujours des femmes ou pas? Ouais, là, c'est des femmes, ouais. Mais Ok. je vais pas dire parce que des fois, l'idée, elle me trotte et genre, jusqu'à aujourd'hui, il y a personne. J'ai fait mon diplôme sur ce projet-là, il y a personne qui a sorti une marque comme ça, quoi. Ça fait 3 ans maintenant, 4 ans. Et du coup, tu sais qu'elle verra peut-être un jour Ouais, le jour. je pense que oui. Via toi, hein. Enfin, c'est Oui. toi. Ok, trop cool. Peut-être. Tu présentes, donc j'imagine que tu obtiens ton DUT, enfin, tu le Exact. valides. C'est quoi la suite? Ensuite, c'est là où je commence à vraiment créer mon, on va dire, cabinet de conseil où je veux vraiment apporter mes connaissances, on va dire, aux créateurs de projets, aux marques de cosmétiques. Mhm. Donc, c'est vraiment pour moi la première base. Et puis, j'ai commencé à avoir des clients, etc. Donc, mon Donc là, objectif, c'était ok, c'est créer Business BNC, and quoi. Cosmetics. Exact. Mais pourquoi tu as voulu aller sur Business and Cosmetics et pourquoi tu n'as pas fait vivre ce projet qui te trotte depuis 3 ans? Parce qu'en vrai, il n'y a pas que la réglementation cosmétique ou la cosmétique qui m'intéresse, il y avait aussi toute la partie business parce que moi, j'ai commencé très vite à, on va dire, faire moi-même les choses, mon blog, la partie digitale, automatisation, système, no-code, blabla. Et en fait, en faisant plein de petites recherches comme ça, je suis tombée sur les infopreneurs. Et je me suis dit, waouh, c'est fou. En fait, c'est là où j'ai vraiment entendu le mot entrepreneur, l'entrepreneuriat, etc. Je me suis dit, mais c'est fou, j'ai toujours été comme ça. Et j'ai encore Sans plus... mettre un label dessus. Ouais. Exactement. Et j'ai encore plus développé mes connaissances dans tout ce qui va être business en ligne, marketing, digital, donc physique et digital. Et de là, je me suis dit, il y a des personnes qui ont besoin de savoir ça parce que je voyais qu'il y en avait beaucoup qui galéraient. Ok. Mais là, on est sur la réglementation, la conformité ou pas forcément? On est sur la création d'une marque cosmétique de manière générale. C'est pour ça que c'est business and cosmetics. Ouais, c'est c'est ça. business et cosmétique. D'accord. J'apporte les deux en fait dans mes services. C'était quoi les premières missions, les premiers besoins avant même que Business and Cosmetics existe? Là, tu te dis, je vais me lancer sur ce créneau-là. C'est plus business ou cosmétique? C'était plus cosmétique, c'était plus lié à la mise aux normes parce qu'en fait, il faut savoir que le monde de la cosmétique, c'est un domaine qui est privé. Les normes ont été créées par les grands groupes, L'Oréal, Clarins, Yves Rocher, etc. Ils sont bien notés sur les normes ISO, etc. Et les normes déjà coûtent de l'argent. Tu l'achètes, c'est écrit en industriel, tu comprends rien. Donc quand tu es une jeune marque qui veut développer l'artisanat, qui veut faire du naturel, tu es vite confronté à des devis de laboratoire à 15 000 euros, à la complexité, à par où je passe. Et donc moi, j'avais envie de créer un processus simplifié sans devoir vendre vraiment d'optimiser les coûts de création d'un produit. Parce que moi, je payais que 500 euros la création de mon produit. Comment ça se fait que toi tu payais moins que les autres? C'est que de l'information qu'ils n'avaient pas que toi t'es allé chercher avant? Exact. T'avais en vrai de vrai. T'avais rien de plus que si ce n'est que t'es passé par ce problème avant et que t'as trouvé une solution plus simple. Exactement, et que j'ai aussi une capacité, je pense, à comprendre le juridique, la réglementation de manière générale, qu'est-ce que c'est qu'un process, qu'est-ce que c'est qu'une mise sur le marché. Et donc rapidement, en fait, j'ai compris qu'on pouvait faire de l'optimisation sur les devis. C'est un peu, je vais te donner l'exemple du développeur web. Tu veux créer un site web, tu as contacté un développeur web. Tu connais rien du tout au langage du développeur web. Il va te mettre plein de prestations. Tu vas payer 10 000 balles, alors qu'en fait, la moitié des trucs, soit t'en as pas besoin, soit tu aurais pu le faire toi-même, Ouais, soit, tu vois, c'est exactement le même délire, sauf que c'est dans la cosmétique. Putain, et pourtant, on te parle d'upsell. En général, c'est une technique de vente. On te dit, toi, tu veux ça, il n'y a pas de souci, mais moi, je te conseille de prendre cette offre-là parce que je te rajoute 5-6 features en plus. En fait, c'est une problématique de... Je sais pas, c'est de vente, mais de se faire arnaquer, quoi, pour toi. Exactement. En fait, c'est que les personnes ne savent pas qu'elles sont ce qu'on appelle la personne responsable de la mise sur le marché du produit et qu'elles se doivent de savoir exactement quel test doit être fait sur les produits. Or, elles ne savent pas, elles font confiance au laboratoire qui leur dit on va faire ce test-là, si, ça, cela, machin, alors que réglementairement, elles peuvent faire beaucoup moins. On parle de chez nous, quoi. Go. Bon, c'était il y a 3 ans, ça.
Ta Yes. première mission versus le moment où tu mets un mot, enfin deux, business and cosmetics. Bon, trois, passons. Il se passe combien de temps? C'est quoi le signal qui te dit cette mission, bon, je pense que tu as déjà la conviction, mais ok, là, je vais pouvoir avoir plein de clients et j'arrête de vouloir créer une marque. Bon, tu te l'étais déjà dit ça. Ouais, il est où le déclic dans tout ça? Le déclic de vouloir créer Business and Cosmetics ou Ouais, d'y aller all-in là-dessus. De là, tu m'as parlé plutôt cosmetics, mais au bout d'un moment, tu as dû voir après la conformité. Je crois déduire ça, mais dis-moi si je me trompe, qu'il y a aussi des besoins de business qui plus est en ligne pour ces personnes-là. Vas-y, balance les chiffres et après, je vais te demander à quel moment. T'as fait combien de CA là cette année ou l'année dernière? L'année dernière, on était à peu près à 50 000 et là, on est au double, on est à 100 000. Vous êtes combien? Toute seule. Ah, j'allais te dire, alors pourquoi tu dis on? Non, je rigole, moi aussi, Parce que j'ai j'adore mon dire ça. directeur financier et que vu que c'est lui qui vraiment m'aide à bien piloter les chiffres, etc., je dis on. Et puis aussi, je prévois d'avoir une équipe. Donc là, on va en parler parce que tu as parlé de solopreneur et je trouve que c'est deux business différents. Okay. Carrément. En 2 ans, donc, tu as atteint ces chiffres-là. Et comment on passe... Tu m'as dit une chose, en fait. Tu m'as dit le plus dur, c'est pas de se lancer, c'est de croître. Donc, c'est la croissance. C'est potentiellement, ok, tu peux avoir 1 ou 2 clients, mais comment tu vas choper les 10 prochains? Je te pose la question. C'est une bonne question. Effectivement, c'est plus facile de créer une entreprise que de monter en croissance, parce que monter en croissance, ça va nécessiter d'autres compétences que on n'a pas forcément quand on crée. Enfin, au début, quand tu crées une entreprise, tu as besoin de savoir vendre. Et quand tu scales, tu as besoin de savoir déléguer, créer des process, recruter, etc. Donc, comment on fait? Moi, je suis en plein dedans. Donc, si tu as la réponse, bah écoutez le podcast et peut-être que vous la trouverez. Non, mais vas-y, dis-moi. Carrément. Bah, la première étape, c'est quoi déjà, les questions là, que tu te poses, toi, là? Là, c'est qu'est-ce que je dois déléguer, qu'est-ce que je fais et qui n'est pas en fait ma zone de génie et qui me prend du temps. Comment je peux l'optimiser, l'automatiser, c'est quoi ta le zone déléguer. De génie? Ma zone de génie, c'est d'être avec mes clientes, de les coacher, de les conseiller. Comment tu de faire du contenu trouves ces aussi. clients? Comment tu rentres en contact? Ces clientes, on peut dire? Aujourd'hui, je les cherche plus, c'est elles qui me trouvent. Okay. Et je suis trop sollicitée d'ailleurs. C'est super, mais comment c'est arrivé ça? Il y a un moment, tu n'étais pas assez sollicité et tu t'es dit, je vais l'être trop sollicité. C'est ça ce déclic. C'est pour moi se dire, bien sûr que j'y crois. Il y a 2-3 voyants au vert et après, on va passer de 10 000 à 50 à 100 000. C'est une bonne question. Je pense que c'est le fait d'avoir travaillé avec les bonnes personnes, d'avoir apporté des résultats et d'avoir créé du contenu que personne d'autre encore n'a créé, d'être la seule sur mon marché aussi. Ça fait que je suis bien référencée sur Google, machin et tout. Donc, ce qui fait qu'on me trouve beaucoup plus rapidement aujourd'hui qu'avant. Donc, il y a toute la partie marketing, mais il y a aussi la partie où j'ai charbonné à prospecter des personnes, à faire une routine d'engagement, à créer du contenu, à travailler avec des marques que je pensais pas accessibles, genre 100 000 abonnés. Et moi, je suis là, j'ai mes 300, 500 abonnés. Donc, c'est vraiment le fait d'avoir osé prospecter des personnes qui, de prime abord, on dirait pas qu'elles ont besoin de moi, mais parce que j'ai réussi à analyser qu'elles pouvaient avoir besoin de moi, par exemple, pour développer en surface commerciale. Elles ont besoin de documents spécifiques, réglementaires, etc. Je sais qu'elles ne les ont pas, parce que ça fait 5 ans, elles sont sur Instagram et elles pensent avoir réussi. Mais pour moi, quand tu as réussi, c'est quand tes produits sont quand même un magasin. Donc, je vais les accompagner pour pouvoir accomplir cet objectif. Donc, c'est apporter de la valeur aux autres et puis après, comment on les approche en leur disant je peux t'apporter de la valeur sans qu'elles se disent que ce qu'elles font depuis 5 ans, c'est de la merde? Bonne question. C'est une bonne question, carrément. Je pense que la première chose, c'est de leur apporter quelque chose, c'est-à-dire de leur dire je vois que tu fais ci, tu fais ça, mais pourquoi tu vas s'intéresser? Mais pourquoi, par exemple, tes produits sont pas en pharmacie? Je vois que tu as grave des avis clients, qu'est-ce qui se passe? Ou par exemple, il y a telle allégation, je dis n'importe quoi, anti-chute. Oui, je vois que c'est écrit anti-chute, mais quelles sont les preuves que ça fonctionne vraiment? C'est dommage qu'on voit pas l'efficacité ou les pourcentages spécifiques d'efficacité du produit. Et c'est des choses qu'elles n'ont pas réfléchi. C'est de challenger en fait. Exactement. Est-ce que c'est là où tu crées la relation de confiance? Yes. Mais c'est important de ne pas dire que c'est de la merde ce qu'elles ont fait. Exactement. C'est de dire que c'est bien, mais ça peut être mieux. Et que si elles ont l'ambition je peux les amener là où elles n'ont jamais pensé à aller toutes seules parce qu'elles n'avaient pas soit les connaissances, soit elles pensaient que c'était impossible, irréalisable. En fait, moi, je viens démystifier, quoi. Est-ce que c'est pas la même chose quand tu m'as dit au téléphone on n'est pas obligé d'avoir des milliers d'abonnés pour faire des thunes sur Instagram?
Ouais, mais clairement. C'est démystifier ça. D'ailleurs, disons-le, combien d'influenceurs doivent avoir des 100 000 abonnés et pas faire 100 000 euros par an, je Ah pense. oui, clairement. Donc, ok, comment t'as développé ce truc, tu vois? Comment, pareil, là, tu me dis démystifier, comment tu t'es rendu compte de ça? Est-ce qu'en fait, il y a un moment, tu t'es posé la question et tu t'es dit, je vais essayer de vendre même si j'ai pas beaucoup d'abonnés? Et en fait, c'est quoi? C'est au bout de ta première vente, ta deuxième, où tu t'es dit, ah ouais, en fait, mon but, c'est pas d'être une influenceuse et d'avoir 50 000 abonnés, mais d'aller cibler les bonnes personnes. Hmm. Il y a deux choses. Il y a déjà un, de ne pas être attiré par les vanity metrics. Donc ça, c'est hyper important de se dire que en fait, c'est définir c'est quoi la réussite pour toi. Pour moi, la réussite, c'est de pouvoir impacter, de pouvoir apporter du résultat à mes clients, de pouvoir aussi gagner de l'argent. Donc le nombre d'abonnés, le nombre de likes aussi ou ça ou de vues, je m'en fous complètement parce que c'est pas ça qui me ramène de l'argent. Et Ok. C'est drôle parce que souvent, on peut penser, hein, en fait, on fait une mauvaise corrélation en se disant que le nombre de vues te ramène de l'argent. Tu penses que c'est faux, ça? oui, c'est faux, totalement, parce que tu peux avoir 1 million de vues, mais 1 million de vues sur du divertissement, par exemple, mais les gens sont divertis, ils passent à autre chose, Ouais. ils ont rigolé, mais ils ne vont pas, tu vas pas capter la data, tu vas pas Alors convertir, que 2000 tu vas... vues sur la bonne caler. responsable en B2B, ouais. Ok. Exact. Excuse-moi, je t'ai interrompu. Tu m'as dit ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, je ne sais plus c'était quoi, parce que je me rappelle plus de la question. La question que je te posais, le fait de pouvoir monétiser sans forcément avoir plein d'abonnés. Et savoir à quel moment tu te dis, à quel moment tu t'en rends compte. Et donc ça, le premier truc, tu m'as parlé de la vanity metrics. Et ensuite, à quel moment tu peux te dire que tu peux avoir plus de clients dedans. Tu vois, en fait, comment tu as défini ta strat? C'est peut-être ça, quoi, d'acquisition. Ok. Moi, en fait, le truc, c'est que je me suis toujours dit, si mes clientèles brillent, je brille. Donc, mon objectif, c'est de leur apporter des solutions. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à cibler les personnes que je voulais, donc avec une stratégie de routine, de recherche de personnes. Et par la suite, c'est d'avoir des avis tellement incroyables, des retours tellement incroyables que, puisque j'ai ma fiche Google, etc., et qu'on se dit, mais c'est exactement ce dont j'ai besoin, c'est de travailler avec une personne qui va m'aider sur la réglementation, qui va m'aider à scale, etc. Et donc, pour moi, en fait, mon objectif, c'est de pouvoir apporter du résultat. Et c'est ça qui me permet d'avoir plein d'abonnés, plein de clients, pardon. Et le résultat, non mais c'est intéressant, c'est pas les abonnés, par contre, c'est les retours clients sur ta fiche Google, c'est ça? Oui, en partie oui, mais surtout, c'est le fait de pouvoir leur apporter la solution à leurs problèmes. Oui, mais c'est aussi qu'ils le disent. Bien sûr. C'est ça et qui est qu'elles me important recommandent pour par toi. la suite. Ah, ok. Parce qu'en fait, c'est que du bouche à oreille. Dans le milieu de la cosmétique, tout le monde se connaît. Les concurrentes, elles parlent entre elles. Ok. Ou si, par exemple, une grosse marque est abonnée à moi, des petites marques vont regarder à qui elle est abonnée, donc elles vont venir vers moi. Et en fait, ça va faire un effet boule de neige. Et aujourd'hui, t'es trop prise, c'est ça? C'est ça. Ok, je vais pas du tout te demander encore c'est quoi la suite. Évidemment, on va revenir sur un truc, c'est ton enfance. La mini parenthèse que je voulais savoir, est-ce que tu peux me parler de tes clientes ou de tes pas clientes? Et ouais, est-ce que tu peux te donner des marques que tu recommandes et d'autres à qui, justement, peut-être à qui tu as déjà échangé et tu penses qu'elles ne sont pas conformes et que du coup, c'est pas bon pour leur vente, quoi, pour leurs produits? Il y en a tellement. Ok. Il y a beaucoup plus de mauvais élèves que de bons élèves? C'est ça. En fait, moi, ce qui m'exaspère dans le milieu de la cosmétique, c'est les personnes qui vont vanter des bénéfices dont ils n'ont aucune preuve. Ok. Ou des bénéfices qui ne font pas partie de la catégorie cosmétique, mais de la partie médicaments. Par exemple, il y a des gens qui vont créer des marques de cosmétiques pour le psoriasis, pour l'acné, pour l'eczéma, Et en fait, ça, c'est des maladies. Tu ne peux pas... En fait, un cosmétique, par définition réglementaire, il n'est pas là pour soigner un client, en fait. D'accord. Ah, c'est intéressant. Là, évidemment, moi, je pense à Fleur et Amélie que j'ai reçues de Skin and Out. Ok. Ça, tu les connais? Enfin, Oui, tu connais la j'avais marque? interagi une fois sur le live où je demandais parce que j'ai fait un tour sur leur site. Effectivement, il n'y avait pas de preuves, en tout cas, de tests cliniques instrumentales qui ont été faits. Ok. Aucune data par rapport à la fameuse allégation anti-acné. Ok, parce qu'elle se positionne comme la cosmétique, mais en réalité, ce serait pour toi un médicament. C'est ça, qui traite une maladie. Ah oui, c'est pas pour moi, c'est réglementairement, étant donné Elle t'aurait refroidi ou pas? qu'elles soignent. Non, elles sont abonnées à moi, il me semble. Et je crois que je suis abonnée à elles aussi. J'aime bien leur contenu, elles sont canon. Enfin, il y a aucun souci. La démarche est noble. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, pour que ça soit concret et que ça soit réaliste, il faut apporter de la data et donc de faire les causes. Et donc, soit elles décident de se placer en dermocosmétique, soit de faire que ça soit un médicament et non pas un cosmétique.
Ok, Et là, moi je vais te parler que de mes anciens invités. Mais déjà, Amélie Fleur, si vous écoutez ou si vous nous regardez, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Je vais te parler de Respire, je vais te parler des secrets de Loli, je vais te parler de June. yes. Toi qui nous m'as parlé de... Tu vois ce que c'est, June, ou pas? C'est des couches, un abonnement. Bon, maintenant, je crois qu'elle le fait hors abonnement. Oui. Donc, Carole, qui a monté ça, je voulais savoir, ouais, ces 3 marques, déjà, qu'est-ce que t'en penses? Et d'un point de vue technique, d'un point de vue conformité, où est-ce qu'elles en sont? Ah bah, c'est des marques qui sont très bien, qui sont déclarées. Pour ça, il n'y a aucun souci. Ok, J'ai une petite préférence pour les secrets de Loli, ok. parce que c'est l'une des premières qui a révolutionné le monde des cheveux texturés. J'ai pas posé la question jusqu'où à Kelly, mais ouais, donc elles sont conformes là-dessus. Oui, bien sûr. Bah, après, forcément, quand tu démarres dans ta cuisine, tu ne l'es pas. Et je pense que la question ne s'est Bien pas sûr. posée au départ parce que c'était très commun. Et puis, t'as une petite communauté, donc tu vends à la maison. Enfin, tu te soucies pas trop de ça. Mais une fois que tu as l'objectif, justement, de vendre plus et d'impacter et de passer en boutique, bah, vient la mise en conformité. Donc, c'est sûr que si les produits sont aujourd'hui en magasin, c'est qu'ils sont conformes. Enfin, j'ose espérer. Ils auraient plus besoin de toi En fait, j'allais te demander, qu'est-ce qui t'empêche de bosser avec des marques comme ça aujourd'hui? Même si elles sont conformes, elles lancent toujours des nouveaux produits, etc. Ou c'est pas ton cœur de métier? Par rapport à qui? Par exemple, les secrets de Loli? Tout secret de Loli, Respire, June, je pense Les qu'ils font choses tous qu'elles plusieurs ont- millions de chiffre Bien sûr. d'affaires donc, par an. Donc, Mm. ouais, c'est peut-être des belles thunes pour toi aussi. Clairement, bah, pourquoi elles auraient besoin de moi? Je pense soit pour optimiser les coûts de création du produit, donc sur la partie réglementation, ça c'est pas négligeable, je pense, Ouais. parce que quand tu passes avec des labos, bah forcément ça coûte des fois vite beaucoup d'argent, donc ça dépend des objectifs d'optimisation à ce niveau-là, et surtout sur ce qu'on appelle les preuves d'efficacité. Donc quels sont les processus marketing et réglementaires qu'on peut mettre en place pour prouver que ce sont les meilleurs produits et qui tiennent leurs promesses. Et également sur les allégations. C'est quel va être, on va dire, un peu le champ lexical qui va être à la fois OK réglementairement et aussi niveau marketing qui fasse directement comprendre le message et l'efficacité des produits. Et ouais, parce qu'en fait, quand on parle de manque de transparence, et tu l'as parlé dès le départ, c'était du marketing. Et non, je pense à une chose, c'est, tu vois ce que c'est un sniffer? Non. Tellement drôle. C'est Justine Hutto qui me racontait ça pour leur déo. OK. Ils promettent que c'est garanti 48 heures, tu vois, d'efficacité. OK. Ok? Donc t'as un mec, son job, ou une nana, hein, c'est d'aller sniffer les aisselles à 48 heures de quelqu'un qui a mis le Ok. déo. C'est un truc de ouf. C'est fou. Voilà. Mais donc du coup, c'est de la validation de la qualité, mais je trouvais ça trop drôle. Oh, moi, je trouve pas. Ah, tu trouves ça... Non, bah là, c'est sur de l'odeur, donc en théorie. Ouais, si c'est sur de Après, l'odeur, ouais. Mais parce que tu peux transpirer sans forcément avoir des odeurs. Évidemment. Après, c'est pas anti-transpirant, il me Ouais, semble. c'est C'est deux anti-odeur. choses différentes. Je crois Ok. qu'en anti-transpirant, je crois, hein, c'est Yes. des trucs qui vont te bloquer les pores et c'est pas bien. On est d'accord Ça ou dépend, pas? ça peut aussi Ça- permettre de réguler, ça peut ajouter une sorte de couche avec de l'argile, etc. pour réduire la transpiration des cellules, etc. Enfin, il y a pas mal de techniques qui existent depuis le Moyen-Âge quand même. Hein. Ouais, donc t'es experte, ok. Est-ce que c'est grand de la cosmétique Tu bosses avec des gros? Qu'est-ce que tu appelles gros? Des très gros. Ceux qui font les lois ISO dont tu as parlé là Oh tout non, à l'heure. ils ont pas besoin de moi. Eux, ils ont des pôles réglementaires en interne. Est-ce qu'ils sont bons leurs produits? Ou est-ce que c'est beaucoup de marketing et que le cash is king dans cette... Oui. Ouais, clairement. Moi, c'est... Tu recommandes à n'importe quelle fille, garçon, bref, peu importe, quand ils achètent de la cosmétique aujourd'hui, vraiment, les meilleurs produits qu'on trouverait, c'est même pas en pharmacie, c'est genre ce qu'on appelle DNVB, mais bref, des marques qui se sont lancées en ligne, en gros, des nouvelles marques. Exactement, ou alors des marques artisanaux, par exemple d'aller dans des salons artisanaux, etc. Enfin, il y a plein de façons de pouvoir acheter des produits naturels. Il y a aussi beaucoup de e-shop aujourd'hui qui recensent plein de marques naturelles, etc. Par exemple, la première marque naturelle pour hommes, qui est vraiment en train d'exploser, c'est... Oula, j'ai plus... Je sais pas, moi je connais Ils sont en bas de chez moi en plus. les trucs des barbes et tout là ou Oui, ils pas font pour Horace. barbe. Oui, Horace, merci, purée. Ils sont juste en bas de chez Putain. moi, ils ont fait un marketing. Sponsorisé les gars. Hein. Non, mais clairement. Et eux, en fait, c'est les premiers à se positionner pour hommes, clean, etc. Tu vois, il y en a très peu. Ok.
mais Ouais, c'est un ouais, vrai marché, quoi. j'en parlais justement dans ces podcasts. Apparemment, on m'a dit que je poussais un coup de gueule dans 2 podcasts où je disais pourquoi il n'y a pas de produits cosmétiques pour les hommes. Oui, Mais visiblement, c'est que je n'ai pas fait mes recherches. il y en a très peu aussi, hein. Il y en a peu, on est moins Mm. servi, mais bon, comme Zara et H&M. Bref, c'est pas grave. Et non, je m'habille plus chez Zara H&M. Ce n'est pas la question. La question est la suivante. Tu as été déscolarisé à 16 ans. J'aimerais que nous en parles, que tu m'en parles. Et j'aimerais comprendre aujourd'hui qu'est-ce que ça a provoqué chez toi. Le fait d'être déscolarisée à 16 ans parce que ma mère pense qu'une femme doit juste servir un homme, je l'ai pas trop bien pris. J'ai à côté essayé de retourner à l'école en contactant un CIO, conseiller d'orientation de mon quartier, etc. Ok. Lorsque j'ai trouvé mon lycée, est venu le moment de signer les papiers. Et forcément, c'est là où j'ai grave pleuré parce que je savais que mes parents voudraient jamais enfin ma mère et mon beau-père, que j'aille à l'école. Et de là, genre, ils ont appelé le commissariat, que je suis allée au commissariat, ils ont appelé ma mère, madame, votre fille, elle a le droit d'aller à l'école, venez, on en discute, etc. Et ma mère a simplement dit, mais moi, je suis l'aînée d'une grande fratrie, et ma mère a clairement dit, gardez-la, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps. Ok. Voilà. Et de là, j'ai été placée en foyer jusqu'à après que je me marie, quoi. Donc, ce que ça impacte. Moi, j'ai ressenti beaucoup d'injustice et je pense que c'est un peu le drive de ma vie, c'est combattre l'injustice. C'est pour ça que je pense aussi je fais ce que je fais. Mais voilà, c'est le plus gros impact que ça a eu, c'est un sentiment d'injustice Ouais. et envie de réussir dans ma vie, de m'en sortir coûte que coûte, quoi. C'est toi qui as demandé, explique-moi juste quand tu dis d'avoir été placé en foyer, c'était parce que tu voulais du coup pouvoir aller à l'école? Explique-moi cette partie-là. Oui, je voulais aller à l'école, mais c'est pas ça qui a fait que je sois placée, c'est le fait que ma mère n'a pas voulu venir me chercher Ok. quand j'étais au commissariat. Donc là, toi, t'as dit, je prends mon émancipation. Ah, mais c'est pas moi qui a décidé, c'était le procureur de la République. Donc, Ça marche donc aussi. quand j'ai Ok. été placée en foyer, en fait, après, on est passé devant le juge, etc. Et du coup, c'est là où j'ai compris que j'étais dans une famille extrêmement violente, extrêmement C'est le juge qui te l'a compliquée. dit? C'est quoi? Comment Les psychologues, etc. Parce que forcément, tu fais un travail là-dessus. Quand tu sors du milieu familial, tu comprends que le monde n'est pas forcément comme tu croyais qu'il était, en fait. Ok. Donc, T'as eu l'impression de découvrir la vie à tes 16-18 ans? oui, une Ou partie. une autre vie, quoi? Ouais, exactement, une autre vie. Ok. Juste, j'aimerais comprendre, tu vis ça comment? Aller en foyer. Et même, putain, les entrepreneurs sont très seuls, d'autant plus les solopreneurs. Donc on parle beaucoup de solitude, enfin on n'en parle pas assez en fait, justement, c'est beaucoup sous-coté. Moi je veux parler du sentiment de l'abandon, qui est un truc que moi à titre perso j'ai pu vivre aussi petit. Et pourtant j'ai pas été en foyer, donc tu vois, est-ce que toi c'est un truc que tu as ressenti? J'aimerais comprendre en fait c'est quoi là où beaucoup de personnes baisseraient les armes et se diraient à juste titre quoi, ma vie est faite enfin je suis en foyer où j'ai plus ma famille, il y a aucun avenir radieux qui m'est promis. À quel moment tu te dis je me relève, tu vois? Je pense que moi personnellement, en tout cas, je fonctionne comme ça. Je pense que chacun fonctionne comme il le veut. Mais moi, quand je suis dos au mur, en fait, je me dis c'est soit en fait je tombe et je tombe bien en bas, soit en fait au bout d'un moment je me relève. Et donc personnellement, j'ai décidé de Il y construire avait ma pas vie. plus bas pour toi ça. Bien sûr, j'ai connu des périodes très compliquées, mais pour moi, on se relève toujours et on essaye toujours de faire du mieux qu'on peut, tu vois. Et après, c'est une question d'objectif de vie, c'est une question d'ambition, c'est une question de plein de choses, en fait, au final. Et ça, je pense, c'est propre à chaque personne. Moi, je suis la seule de ma famille qui est entrepreneur, tu vois. Donc, T'as des frères et sœurs, c'est ça? Oui. Ouais, mais ils sont plus jeunes du coup. Donc ça... ouais, j'ai mon frère, on a 1 an de différence. Hein. Ok. Ils sont déjà, aucun n'a fait, tous, ont été déscolarisés, je vais y arriver à 16 ans. Non. J'ai d'autres sœurs, oui. Les filles, oui, on a des problèmes de ce niveau-là. Ok, donc c'est J'ai des d'autres filles qui ont été mises à la rue, etc. Ok. Du coup, en parallèle, des fois, je m'occupe beaucoup de mes sœurs et tout, mais les garçons, non. Mais personne n'a vraiment voulu entreprendre. Moi, quand j'ai dit que j'allais entreprendre, on m'a dit, mais enfin, il y a que Bill Gates qui a pu parce qu'il était riche. Je dis, ok, d'accord. Ouais, ok. Non. Je sais même pas s'il était riche. Non, il n'était pas riche. Il a charbonné lui aussi. Ses parents étaient contre le fait qu'il entreprend, comme Ok. tous les entrepreneurs. Ouais, c'est Tout le drôle ça. monde nous prend pour des fous, quoi. Oh putain, je pose souvent cette question alors je pense que tu y réponds, mais je dis que l'entrepreneuriat requiert de la folie pour beaucoup, sauf que moi je pense que cette folie peut aussi venir d'un événement, d'un trauma. Je pense que on le voit.
si cette vie, elle commence à 16-18 ans, à quel moment t'as été fier de toi? Tu t'es auto-valorisé? Je pense que ma vie, elle a vraiment commencé après le divorce du père de mes filles. Ok. Et le sentiment où j'ai été fière de moi, je pense, c'est ce début d'année, où j'ai vraiment senti de la fierté. Le divorce, c'est une prise de décision où tu te dis, tu vois, je prends soin de ma vie. Je sais pas si tu vois ce que je veux C'est dire. lui qui m'a divorcée, mais le fait qu'il m'a divorcée avec mes enfants, en fait, j'ai puisé une énergie en moi que je ne connaissais pas. C'est le fait, la rage, en fait. J'ai ressenti, en fait, un sentiment d'abandon fois 1000, etc. Et là, je me suis dit, mais en fait, je vais vous montrer que je vais tout éclater, vous allez rien comprendre. C'est de la détresse, en fait, genre. Il y a un côté. Ouais, je sais même pas, en fait, c'est genre la rage de réussir, vraiment. Et que tout le monde me dit, mais comment t'as fait? Enfin, jamais on aurait cru ça de toi. Et que les gens, en fait, soient choqués de qui je suis devenue. La chronologie, juste rappelle-moi, Oui. Voie lactée, c'est juste après? C'est avant. C'est juste avant le divorce. Donc en plus de ça, Voie lactée te donne des signaux verts, mais c'est pas assez pour toi. Voie lactée, t'es pas encore assez fier de toi? Ah non, du tout. Ok. Du tout. Je te la pose la question, c'est quoi la ligne d'arrivée pour toi? Est-ce que tu t'es fixé un montant? Est-ce que c'est que de l'argent? La ligne d'arrivée, c'est pas de l'argent. Je pense que ça fait partie des objectifs qu'on a envie d'atteindre. Mais pour moi, une ligne d'arrivée, c'est de répéter en fait le cycle de réussite. Parce que réussir une fois, c'est bien. Mais je pense que le mieux, c'est de réussir tout le temps C'est quoi, et pendant le long terme. c'est quoi réussir du coup pour toi? Tu le matérialises comment? Reconnu dans ce que tu fais, continuer à avoir de l'argent, parce que gagner 10 000, 20 000, 100 000 euros une fois, c'est bien, ou même 1 million, c'est bien, mais si tu le fais pendant 10, 20 ans et que tu crées vraiment, on va dire, un empire et que tu prends vraiment une grosse part de marché, etc., bah, là, je pense que c'est un KPI, pour moi, de réussite, quoi. Tu préférerais être reconnu pour ce que tu fais ou ne pas l'être mais avoir beaucoup plus d'argent? Je pense que je préfère être reconnue pour ce que je fais et Ouais. avoir un peu moins d'argent que l'inverse. Mais après, pareil, il y a la reconnaissance, comment tu la définis, etc. Enfin, Bien sûr. c'est toujours ça, Mais c'est un moteur pour Mais, toi, la reconnaissance. clairement. Est-ce que, et là dis-moi, c'est mon analyse, mais est-ce que, je sais pas si c'est de la revanche, mais est-ce qu'il y a un message de dire qu'il y a des gens qui n'ont pas misé sur toi et que toi tu mises sur toi et tu veux leur montrer qu'ils ont eu tort? Ouais, clairement. S'il y a un message Ok. de C'est que revanche. tes parents ou ça peut être d'autres personnes aussi, genre? Ouais, tout le monde, hein. Toutes les personnes que j'ai pu connaître et qui ont douté ou qui me pensaient bête ou peu importe. Donc, j'ai montré que même si on est déscolarisé, qu'on n'a pas fait des études, qu'on n'est pas né dans une famille riche, on peut très bien s'en sortir, on peut très bien apprendre des choses qu'on n'a jamais appris. Enfin, pour moi, tout est réalisable. Et j'ai eu ce discours-là il y a pas longtemps sur justement est-ce que la méritocratie existe vraiment? Moi, je pense que oui, parce que du moment où on met les actions en place et qu'on se donne les moyens, on peut que réussir. Il y a pas, enfin, si tu te dis c'est ça ou rien. Je comprends pas qu'il y ait des entrepreneurs qui disent que la méritocratie n'existe pas. Si tu entreprends et que tu ne crois pas en la méritocratie, Ouais. c'est que tu penses que tu vas pas réussir. Ou alors que C'est tu es ça. déjà riche, quoi. Enfin, tu vois J'avoue. ce que je veux dire? Genre, pour moi, c'est paradoxal. C'est une manière pour moi qui se rassurent de leurs échecs. De se dire oui, mais c'est parce que j'ai vécu des trucs, il s'est passé ça. Donc, même j'ai mis les actions, mais j'ai pas eu. Non, c'est que tu as mis les mauvaises actions en place. C'est que, comme il dit Albert Einstein, si tu fais tous les jours la même chose et que tu pas de résultats différents, bah, c'est que tu es fou. La Ok. folie, il l'a défini comme ça, en fait, par le fait de tous les jours faire la même chose et de pas avoir de résultats différents. Donc, à un moment, il faut juste se remettre en question, changer les actions. Ça met un truc genre la folie, c'est pas de changer un truc tous les jours, ouais, c'est de refaire la même chose 10 fois et de jamais se remettre en question, quoi. Enfin, C'est un ça. truc comme ça. Ça va dans le sens. Attends, je voulais savoir, je sais que tu as des enfants et l'idée c'est pas forcément d'en parler, je veux juste comprendre, j'ai l'impression, dis-moi si je me trompe déjà, mais Yes. que tu as envie de retransmettre, Carrément. tu as envie que ton histoire elle serve et pas que tes enfants, j'ai l'impression, d'autres personnes qui puissent s'identifier à toi. Totalement. Enfin, si ça peut aider ou ça peut donner la permission à quelqu'un de se dire, bah, il y a une personne qui a à peu près le même parcours que moi, bah, elle est là aujourd'hui et elle entreprend et elle a l'impact, etc. Bah, moi aussi, je peux le faire.
Et c'est le message aussi que je veux donner à mes enfants, c'est qu'on peut tout apprendre. On n'a pas forcément besoin de l'école pour apprendre des choses. Et je pense même, au final, même si je le pensais pas avant, qu'aujourd'hui, c'est une chance de pas avoir été à l'école parce que j'ai l'impression que j'ai pas été formatée ou programmée. Genre, j'ai l'impression que je réfléchis un peu comme un électron libre et je suis un peu divergente, on va dire ça comme ça. Okay. Et beaucoup de personnes ont du mal à croire à des choses ou faire les choses parce qu'ils se disent que c'est pas possible et parce qu'ils ont appris ça soit à l'école, soit dans le milieu. Bien sûr. Donc, en gros, tu dirais que t'as pas été formaté. Par contre, est-ce que, c'est ça, c'est une des questions que je voulais te poser. Donc, j'allais dire, qu'est-ce qui t'a manqué, qu'est-ce que t'es content que tu n'as pas appris à l'école, mais plutôt la débrouillardise et le non-formatage. À l'inverse, est-ce qu'il y a un truc qui t'a manqué de l'école? Moi, je pense que ce qui m'a manqué, c'est le fait qu'on s'adapte pas. Le manque de, je sais pas, d'adaptabilité des professeurs, du système, le fait qu'on nous impose à apprendre d'une certaine façon. Okay. Par exemple, on va beaucoup nous forcer à utiliser la mémoire du travail, c'est-à-dire la répétition, apprendre par cœur, alors que tu vas avoir des personnes qui vont être kinesthésiques, d'autres qui vont apprendre par le visuel, d'autres par écouter quelque chose. Okay. Et en fait, on va pas prendre en considération l'enfant, comment il fonctionne, voilà, quelles sont ses capacités d'apprentissage. Tu veux dire qu'on valorise un certain type de personnes, pas toutes, quoi. Oui, un certain type d'apprentissage et d'intelligence. Enfin, okay. C'est clair qu'on n'est pas assez ouvert sur la diversité des uns et des autres. Hein. Tu pousseras tes enfants à aller jusqu'au bac+5 ou pas forcément? Moi, mes filles, elles feront ce qu'elles veulent, hein, franchement. Okay. Sur ça, j'impose rien. J'ai même pas d'attente envers elles, en fait. Okay. Moi, pour moi, mon rôle en tant que maman, c'est de les accompagner à devenir le meilleur adulte possible. D'avoir des valeurs, une éthique, et qu'elles puissent s'accomplir, elles, personnellement, dans ce qu'elles aiment. Si demain, ma fille, elle veut être une artiste, go. Si elle veut être écrivain, go. Si elle veut être mathématicienne, go. Peu importe. Okay. C'est son chemin à elle, en fait. Et t'es beaucoup plus consciente, tu dirais, en tant que maman. En plus, elles sont jeunes encore, hein, c'est ça? Oui. De ces signaux-là, des signaux d'une fibre artistique, d'une personne qui est débrouillarde et qui veut faire ses thunes, des choses qu'on n'apprend pas à l'école, du coup. Tu t'arrives à voir des choses comme ça dès le départ ou pas? Oui, t'arrives à voir. Après, il faut pas mettre d'étiquettes. Ouais, okay. Et en fait, c'est ça le truc, c'est qu'on a envie rapidement de dire à mon enfant, il va être ci, il va être ça. En fait, un enfant, ça évolue. Comme un adulte, ça évolue. C'est aujourd'hui, t'es ça, demain, t'es quelqu'un d'autre. Et j'aime pouvoir laisser cette liberté de, tu te réveilles le matin, tu définis qui tu es, en fait. De pas te dire... parce que mes parents m'ont dit ça, ma famille m'ont dit ça, mes proches m'ont dit ça, je suis ça. Non, tu es ce que tu as envie d'être. Tu leur diras jamais, tu sais, une des phrases qu'on a beaucoup en tant qu'enfant d'immigrés, j'imagine tu l'as entendu, mais beaucoup nous disent qu'en France, ça va être plus dur pour nous, parce qu'on a un nom, parce qu'on est typé ou autre. Est-ce que c'est un truc que tu retranscrirais ou que tu donnerais du coup à tes enfants ? Non, du tout, parce que ça fait partie encore des croyances limitantes. En fait, si tu crois quelque chose, ça deviendra ta réalité. Donc, c'est à toi de choisir qu'est-ce que tu as envie de croire. Est-ce que ce que tu crois, ça t'aide ou pas? Parce qu'il y en a qui vont réagir comme toi, pied du mur. Ah ouais, ça va être plus dur pour moi, je vais vous montrer, je vais en faire 2 fois plus. Mais il y en a d'autres qui vont se dire, mais j'ai rien demandé, pourquoi ce serait plus dur pour moi? Et qui vont carrément pas vouloir faire. Donc, tu vois, quoi. Comme tu l'as dit, comment tu l'interprètes? Je vais te poser cette question. Il y a des gens qui t'ont manqué ou il y a des gens qui t'ont pas montré de valeur. Est-ce que, à l'inverse, il y en a qui te l'ont montré? Est-ce que même ta réussite demain, si elle n'est pas argent, si demain tu as des prix, que tu as pu inspirer beaucoup de personnes aussi, même au-delà de la cosmétique, c'est du business, mais des personnes qui auraient pu se sentir seules ou pas voir leur propre valeur, admettons, on est sur ce discours de remerciement. Tu as une belle carrière derrière toi. Est-ce qu'il y a des gens que tu remercierais? Moi-même, d'avoir cru en moi, d'avoir jamais abandonné. Et je pense peut-être les personnes qui sont récemment autour de moi, comme mon copain qui me soutient à fond dans tout ce que je fais, etc. Sinon, non, j'ai pas. Pour moi, personne m'a aidé à quoi que ce soit. Okay. On m'a plus mis des bâtons dans les roues qu'autre chose. Ouais. Après, je remercierais bien sûr mes clientes pour leur confiance, le fait qu'elles ont cru en moi et le fait qu'elles ont osé, tu vois, passer à l'action et faire des choses. Dis-moi si je me trompe, tu veux pas raconter l'histoire que tu racontes à mon micro à tes clientes, par exemple? Ton histoire perso. Oui. Tu veux pas leur raconter, non, à tes clientes? Des fois, je le raconte en coaching quoi. de groupe, mais par exemple, quand on est en coaching de groupe, quand je sens qu'elles sont un peu molles, etc., je leur dis, écoutez, moi, je suis passée par ça, si moi j'ai réussi, vous pouvez réussir. Donc, voilà, j'essaie dans un discours de motivation, mais après, je l'utilise pas mais forcément. Mais tu veux susciter aucune peine, c'est plus ça, moi, le truc. Ah ouais, non, du tout.
T'es anti ça. Ah ouais, J'ai le anti-peine, sentiment. anti-victimisation, Ok. ouais, comme tu disais, les personnes qui disent ah oui, non mais là maintenant c'est compliqué pour moi, je vais pas réussir, pourquoi je mérite ça Si tu te poses ces questions-là, tu vas jamais rien faire dans la vie parce que la vie ne sera jamais juste en fait. Donc T'es jeune, on est d'accord. moi je me sens un petit peu vieille, j'en ai 28 ans. Je crois que beaucoup de personnes qui nous écoutent vont te dire t'es jeune. Donc ne dis pas ça. Ouais, la moyenne d'âge, elle est à plutôt 30 hein, dans mes auditeurs. Trop bien. J'allais dire, on peut te souhaiter quoi, mais je veux vraiment différencier deux choses. Et c'est peut-être là où tu vas me dire que les deux sont pas différenciables. Mais déjà, moi, je te souhaite du bonheur. Mais ouais, ce serait quoi le bonheur dans le pro et ce serait quoi le bonheur dans le perso? Est-ce que les deux sont liés? Déjà, le bonheur dans le pro, c'est de continuer d'être numéro un sur mon marché, de continuer à développer mon entreprise, à aider un maximum de personnes à créer leur marque de cosmétiques aux normes européennes. Dans le perso, bah, je pense la santé. C'est la chose la plus importante à souhaiter à une personne. Je pense que c'est la santé, parce que sans ça, on va nulle part. Les deux, oui, pour moi, ils sont liés, même si des fois, je pense qu'on va favoriser des fois plus le pro, d'autres plus le perso. Je pense qu'il faut essayer de trouver un équilibre, juste même milieu. si c'est pas toujours facile. C'est plus des cycles, etc. C'est OK, je pense qu'il faut juste faire du mieux qu'on peut et On peut être heureux à voilà, travers le travail. Oui. totalement, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut être heureux que à travers le travail ou est-ce qu'il faut toujours un mix des deux, selon toi? Moi, je pense qu'il faut un mix des deux. On peut pas. Au bout d'un moment, tu ressens trop la solitude, t'es trop. Puis t'as personne avec qui partager tes victoires aussi, tu vois. Moi, c'est ça qui. Des fois, je me dis bon, ok, j'ai atteint ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais j'ai personne, j'ai pas ma famille, j'ai personne à qui appeler et à qui, bah, personne peut me dire merci, félicitations, quoi que ce soit, tu vois. À part ton copain ou autre, C'est ça. mais ok, t'as même d'un point de vue pro, t'as pas trouvé des gens, je sais pas, hein, où t'as un tips, tu vois, quand t'as de la solitude, tu vas me dire parler à des gens, mais c'est un peu compliqué, mais Ouais. tu vois, des personnes qui se sentent seules, ce serait quoi un mot que t'aimerais leur dire? Bah, d'arrêter d'être seule, de commencer à vraiment sortir et parler avec des personnes et oser trouver des personnes qui sont autres que son entourage, d'essayer d'homogénéiser un peu ses relations. Et si vous vous sentez seul, faut vous dire que vous n'êtes jamais seul, parce que vous êtes avec vous-même et vous êtes Ouais. votre meilleure compagnie. C'est dur de faire des conversations avec soi-même, même si beaucoup d'entrepreneurs, je pense, se reconnaîtront dedans et sont très adeptes de ça. Carrément. Je voudrais savoir, ouais, le conseil le conseil que tu garderais à donner à toutes les personnes qui ont envie de croire en elles et de miser sur elles et d'entreprendre, mais aussi d'avoir des métiers artistiques, des métiers sur lesquels on n'a pas forcément de théorie qui nous sommes enseignés. Le meilleur conseil que je pourrais donner à quelqu'un de manière générale, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Je pense que beaucoup de gens sont un peu parasités par le truc, tu sais, make money, faire de l'argent, machin et tout. Mais en fait, ils oublient que la base, c'est d'avoir une compétence qui permet d'aider les autres et de le développer. Et donc, je pense que dans n'importe quel domaine, que ce soit artistique ou non, tu as besoin de pouvoir continuer d'apprendre et de monter en compétences et de te former, quoi. Donc, Ok. Et toi, tu le nourris ou pas? bien sûr. Comment tu fais? Moi, c'est au quotidien. Je suis quelqu'un de très curieuse, donc Ok, donc tu j'ai scrolles, tu vas j'ai sur des plein de trucs. notes dans mon téléphone, les choses que je dois apprendre, les choses que je dois développer, les outils que je dois tester. Enfin, Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais adresser en fait sur l'aspect autodidacte? Je vais te la refaire. Est-ce qu'on a des excuses en 2024 pour pas réussir selon toi? moi, je pense pas qu'on En que les, France, que les, que les- surtout en France, je pense qu'il n'y a pas d'excuses. Franchement, c'est une question de volonté et de motivation et de discipline, tout simplement. Ok. Et si toi, tu y crois, ça suffit. Maintenant, si tu as besoin que les autres te valident et que te disent oui, c'est bon, tu peux le faire, ou oui, ça va marcher, ou demander est-ce que. Enfin, tu vois, si tu es dans le doute déjà, ça va pas le faire. Donc, avant de faire, il faut être. Et c'est ça qu'il faut construire de base. C'est qui je suis, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres, en fait, tu vois, qui je veux être. Et une fois que tu définis ça, faire les actions, c'est beaucoup plus facile. Ah, c'est intéressant, donc se connaître avant de se lancer, quoi. Ouais. Et Bah, savoir pourquoi on veut se lancer. exactement. Et pour est-ce- pouvoir se lancer, il faut tester plein de choses. Donc, ça développe qui tu es. Parce que quand les gens ne savent pas qui ils sont, parce qu'ils font pas assez de choses. Donc, expérimenter pour savoir qui on est et après faire. À quel moment tu as su qui tu étais, mais surtout à quel moment, tu sais, je posais cette question sur la folie qui peut venir d'un trauma. Est-ce que tu embrasses ce trauma aujourd'hui?
je sais que tu me l'as dit, je ne souhaite à personne de connaître mon enfance. Tu m'avais dit un truc comme ça, mais c'est partie intégrante de qui tu es aujourd'hui. Est-ce que à quel moment tu l'as accepté, tu t'es dit je vais en faire quelque chose de fort? Moi, je pense cette année, hein, tout s'est débloqué cette année parce que j'ai décidé de prendre ma santé mentale en main. Et j'ai beaucoup de gratitude pour tout ce que j'ai pu vivre au final, parce que malgré tout ce qui m'est arrivé, en fait, ça m'a tellement construit, ça m'a tellement permis de développer aussi une sensibilité aux choses, aux personnes, d'avoir aussi créé des outils pour me protéger. Enfin, voilà, il y a plein de choses que j'ai pu remanier. Et donc, moi, je suis grave reconnaissante sur ça, en fait. Et je trouve ça ouf parce que tu m'en parles depuis donc là 1 heure. Mais en fait, avec toutes les étapes, c'est quoi? Ça fait 10 ans que tu es entrepreneuse. Exact. Et ça fait Entrepreneur, 1 an. avec un E. Ouais, excuse-moi. Putain, ce lapsus, désolé. Après, je crois que les deux sont tolérés. Oui, les deux sont dits. Moi, je suis entrepreneur. Déjà, je suis un des rares podcasteurs à avoir une parité chez mes invités. Et bientôt, je vais l'annoncer dans mon audience. Non, mais parce que les deux sont corrélés et c'est magnifique. Yes. Donc voilà, tous ceux qui disent « Ouais, elles sont plus dures d'accès, blablabla », bullshit. Merde, je suis en train de perdre ma question là parce que je digresse, je raconte de la merde. C'est quoi ma question juste avant que je te pose? Tu me posais une question. T'es entrepreneur depuis 10 ans, mais donc du coup ça fait que 1 an que à titre perso tu arrives à embrasser ça. C'est pas un message, c'est plus est-ce qu'il y a un truc que tu fais depuis 1 an que tu faisais pas avant et que tu regrettes de pas avoir fait plus tôt? Un petit truc, hein, c'est pas forcément, tu vois, tu m'as dit jouer sur ta santé mentale, mais c'est pas forcément ça. Je sais pas si... attends, vas-y, réponds à ça, mais j'ai une autre question après. Je pense sortir. Moi, je suis quelqu'un de hyper solitaire. Je suis tout le temps chez moi, en train de travailler, ordi, machin et tout. Et je pense juste sortir, c'est quelque chose que j'avais totalement négligé dans ma vie, en fait. Quand tu dis sortir, c'est quoi? Sans téléphone, te balader, etc. Ouais, sortir dans la rue, rencontrer des gens, parler avec des gens, regarder ce qui se passe dans le monde. Tu vois, enfin... Être alerte, en fait. Être connecté au monde réel. C'est ça, exactement. Exactement. Ok. Dans quoi tu trouves du plaisir aujourd'hui? Dans quoi tu te fais plaisir? Excuse-moi. Trouver du plaisir, je pense, c'est dans tout le process. Dis-moi si je me trompe, de la montée de la boîte. Même quand il y a des tâches qui sont reloues, tu as de la vision long terme. Par contre, tu te fais des kiffs. Raconte. Généralement, ça va être les voyages, ça va être de faire un peu ma princesse quand je prends des hôtels ou des choses comme ça. Ok. En fait, je suis contente de pouvoir des fois un peu profiter à ce niveau-là. Mais après, profiter seule, c'est vite lassant. T'es fière de pouvoir profiter ou t'as pas honte d'être riche, mais t'as honte parfois de dépenser des gros montants? Je me sens pas forcément riche, mais non, en tout cas, j'ai pas honte de dépenser des gros montants parce que pour moi, c'est de l'investissement. Donc, si j'investis en moi, dans ma société, etc., bah, ça peut que avoir un bon retour sur investissement. Mais après, je pense, la richesse, je me sens pas encore riche, on va dire. C'est quoi riche? Bon, attends, excuse-moi. Attends, c'est une des questions que je te pose à la fin. Yes. Tu m'as dit que la ligne d'arrivée, on en a parlé tout à l'heure. Déjà, est-ce qu'elle est sur Business and Cosmetics ou est-ce que potentiellement, elle serait sur une autre boîte? Et je vais aller plus loin dedans. Je sais que tu es seul. Je sais que potentiellement, tu vas embaucher du monde. Est-ce que tu seras capable de monter une deuxième boîte en même temps, selon toi? Et là, je parle de cette boîte de cosmetics. Moi, ma vision long terme, c'est vraiment de créer un écosystème complet. Donc après, je vais pas trop détailler là-dessus. Mais c'est un écosystème complet pour les marques de cosmétiques. Si je crée une marque, c'est que j'aurais déjà automatisé vraiment BNC et que ça tourne sans moi et que j'ai déjà mon équipe, etc. Donc, chose qui va arriver très prochainement. Je pense que, ouais. Ça représente quoi d'embaucher une équipe pour toi? Ça représente de la libération de temps, d'esprit et surtout, je ressentirais vraiment ce sentiment de j'ai une entreprise parce que j'ai une société, certes, je suis seule dirigeante, mais le fait de pas avoir, d'avoir juste des petits prestataires, etc. Je sais pas, j'ai pas l'impression que j'ai vraiment une équipe. Là, je veux vraiment des personnes sur du long terme que je vais former, que je vais. Puis moi, je suis dans une niche tellement spécifique, c'est dur de trouver des gens à côté qui sont dans le mood de BNC, quoi, tu vois. Donc. Ça implique quoi de recruter des gens, en fait, pour toi? Et quand je dis impliquer, c'est pas le process de trouver, c'est la responsabilité en tant que chef d'entreprise. Ça implique de former au management.
parce que quand t'es solo, c'est compliqué, de base. Attends, parenthèse, hein, Ouais. tu penses sincèrement que tu dois te former au management? Former, c'est un grand mot, de lire 2-3 livres, 2-3 trucs, enfin, m'auto-former comme d'hab. Bien sûr, mais bon... Mais ouais, je pense qu'il faut que je connaisse reste de 2-3 l'humain, quoi. tips. Ouais, ça reste de l'humain, mais moi, je suis quelqu'un de très exigeante. Ah putain, c'est une question que je voulais te poser. Voilà. Je veux dire, est-ce que t'es dur avec toi-même? Mais Ouais, oui, de ça fou. je le vois, mais du coup avec les autres aussi, ça va être logique. Exactement, je suis hyper exigeante et en fait, moi, des fois, je vois les gens, ils manquent d'initiative, ils manquent de réflexion et en fait, la médiocrité m'insupporte, clairement. Parfois, c'est un manque Donc, de confiance. Un manque de Ouais. confiance en soi, de pas prendre des initiatives. C'est un manque... Et on n'a pas appris. Mm. Je peux te donner 20 000 Ouais. exemples. Hein. T'es le dernier de la famille qui se fait toujours écraser par les grands frères et grandes sœurs. Soit tu pètes un câble, tu fais tes trucs, soit par ailleurs, il y en a qui restent plus dans leur coin et qui vont suivre ce qu'on leur a dit. Oui, mais tu fais ça quand tu es dans le cercle familial. Après, quand tu deviens Oui. adulte et que tu peux prendre tes décisions, à un moment, tu dois pouvoir conscientiser, de te dire, mais il y a qui m'empêche là de faire des trucs, tu vois? Moi, je pense vraiment, et je le dis sincèrement, et c'est pas une pierre à jeter, je trouve, mais il y a des gens qui ne vivent pas des choses si difficiles que ça et qui se contentent aussi de la vie qu'ils ont, qui peut être, Ouais. tu vois, d'amour et d'eau fraîche, Ouais. et du coup, qui ne vont pas chercher ce truc en plus dans le travail. On en Mm. parlait tout à l'heure. Je les envie tellement. Heureux sont les simples d'esprit. Hein. Moi, si j'étais simple d'esprit, tout irait bien. C'est parce que je pense que j'ai un esprit complexe qui fait que j'entreprends et que je fais des trucs. Et que... T'es torturé, tu te dirais, d'esprit? Oh. Ouais. Beaucoup, je pense, la plupart des entrepreneurs sont torturés. D'ailleurs, parenthèse, parce que tout le monde dit être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est pas un statut juridique. Pour moi, c'est un mode de vie. En fait, c'est une façon d'être. C'est Un mindset. et ouais, vraiment, une façon d'être. C'est au quotidien, on va toujours trouver des solutions pour tel problème. Même on va voir une pub, on va être toujours dans cette analyse, dans cette envie de faire mieux, d'apporter des solutions, d'entreprendre, de prendre des initiatives, prendre des risques. Pour moi, être entrepreneur, c'est vraiment un mode de vie. C'est Et pas un pour moi, statut juridique, quoi. Entrepreneur ne veut pas dire manager. Je pense qu'il y a plein de gens qui arrivent même à faire des 1 million d'euros par an et qui sont tout seuls juste avec des prestats. Et j'ai compris que toi, tu as envie de recruter. Yes. Je sais pas comment le dire, mais est-ce que tu as envie d'être une leader ou une leaduse? I don't know, sorry. Hmm. C'est pour ça Je que je sais te pas parlais ce de que c'est qu'une responsabilité, faire grandir des gens sous toi. Ouais, c'est quelque chose que je dois développer parce que moi j'aime bien grandir avec tout le monde et apprendre des autres, etc. Et je sais pas si vraiment un leader doit être dans cette posture ou s'il apprend des autres, etc. Je sais pas, j'ai du mal avec ces étiquettes-là justement de hiérarchie d'entreprise. T'embauches quelqu'un pour les skills qu'il a à l'instant T et pour ce qu'il va faire maintenant, ou t'embaucheras quelqu'un pour son potentiel de grandir? Je pense un peu des deux, hein. Ses Ouais. skills, parce qu'il faut pas que ça soit trop un noob, mais il faut aussi qu'il... bah oui, il faut que... Parce que former quelqu'un, ça prend du temps. Bien Donc déjà, il sûr. faut le former au process, c'est une chose, mais qu'il sache truc et que sa force de proposition et qui a envie de grandir dans une entreprise, faire du long terme, apporter quelque chose, sa pierre à l'édifice, en fait, dans la mission de l'entreprise. C'est ça le plus gros challenge là, professionnellement, Ah, qui bien sûr. t'arrive, Ouais. et tu l'attends avec impatience. Ouais, je suis en plein dedans, là. Hein. Et Je donc là, reçois t'as des commencé CV et tout. Ok. C'est excitant, non? Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ça te fait quoi de créer, j'aimerais bien comprendre d'un point de vue émotionnel, de créer quelque chose qui est plus gros que toi? Parce que concrètement, là, ça y est, hein, si tu embauches des gens et que tu délègues, demain, horrible de te le dire, tu peux nous quitter malheureusement, ou même avoir envie de faire autre chose, et je te souhaite que Business and Cosmetics existe encore. Et donc, du coup, créer un projet qui est plus gros que toi. C'est excitant, je pense que c'est l'objectif parce que justement quand on a une mission et moi j'ai vraiment envie de simplifier l'accès au marché de la cosmétique. Aujourd'hui l'artisanat ça se développe super bien, les gens qui ont envie de créer des vraies solutions au niveau cosmétique, il y en a énormément et je pense que le fait de leur apporter un endroit un peu, tu vois, une sorte de safe place pour pouvoir créer ça, c'est hyper important. Et donc pour moi j'ai envie de pouvoir faire en sorte que ça grandisse sans moi, quoi. Je te titille mini truc. Tu parles de cosmetics. Enfin, Ouais. de cosmétiques. Ouais, mais je suis relou là. Ça va aussi. Cosmetics. Est-ce que, merde, comment on appelle ça? Les produits de nettoyage, etc. Mhm. Est-ce que c'est un créneau sur lequel tu pourrais aller? Les parfums, je sais pas. Non. Les parfums sont des cosmétiques, Ouais, donc, ouais, mais ça. les produits d'entretien, c'est produits ménagers. Après, il y a aussi les parfums d'ambiance Mhm. ou les En bougies, gros, il y a un etc. autre truc, c'est ou pas autre que la cosmétique, tu vois, mais je me dis des autres, je sais pas les termes moi, mais des autres industries qui sont réglementées. Je me dis c'est Oui. bon, t'as le cerveau câblé pour ça, toi. Est-ce qu'il y a Yes. d'autres trucs sur lesquels tu pourrais répliquer justement ce que tu es en train de faire aujourd'hui?
Bah oui, sur tout ce qui est bougies, parfum d'ambiance, etc., c'est beaucoup demandé aussi. Donc j'aimerais bien fusionner par la suite les deux, ouais. Ok, c'est conforme, il y a de la conformité aussi? Bien sûr, bien sûr. Oui, je suis bête. Ah oui, tu le respires. Et je reprends ma question du coup, mais sur le truc de produits d'entretien, non? Non, Il y a pas plus. il y a pas de conformité? Il y a des conformités, mais ça m'intéresse pas. Parce qu'en fait, T'aimes pas le ménage. une marque de cosmétiques qui veut vraiment faire des produits ménagers, généralement, elle va elle va faire un prêt, etc. Ça va être vraiment quelque chose de gros parce que ménager, c'est rare, tu l'achètes en ligne. Enfin. Mais il y a Typologie, je sais pas si ça te parle. C'est une des seules marques justement. Ils font aussi? Ouais, ils font des produits ménagers, il me semble. Je savais pas. Il me semble, à moins que je dise des bêtises. Typologie, pour moi, c'était que skincare. Peut-être que je me trompe. Hein. Bah alors attends. J'espère que je dis pas de bêtises, Cherning. Si tu nous écoutes. D'ailleurs, Marc Simoncini, il me semble qu'il est cofondateur ou investisseur dedans. Investisseur, ouais, très peu. T'es en train de vérifier en live? Ouais, Typologie. Dis-moi si je dis une bêtise et je cut, ou sinon si ça fait une très belle outro. J'ai encore 2-3 mini-questions à te poser, après c'est good. Il est quelle heure d'ailleurs? Il est 19h52, mais non, je ne trouve pas. 52, putain, on a pété un câble sur le temps. Ok, c'est pas. Bon, allez, on termine cette interview, Chérine. Je te pose mes questions du tac au tac. Ok. Yes. Ok. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es heureuse en général? 7. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche? 8. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job t'apporte du sens au quotidien? 10. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton job te demande de l'effort au quotidien? 6. Si t'étais pas entrepreneur, souvent je dis si t'étais pas à la tête de Business & Cosmetics, mais les gens me répondent bah, je créerais une autre boîte. Donc, on va la refaire. Si t'étais pas entrepreneur avec un E, qu'est-ce que tu ferais ou qu'est-ce que tu serais? C'est compliqué, hein. Qu'est-ce que je serais, qu'est-ce que je ferais? J'entreprendrais, mais peut-être je ferais un train entrepreneur. C'est-à-dire, j'entreprendrais à l'intérieur des entreprises pour créer des trucs, machin et tout, je pense. Donc, toujours de la liberté, quoi. Ouais, de la liberté et de l'amélioration, trouver des solutions aux problèmes. C'est quoi le truc qui te fait le plus chier au quotidien dans ton job? Ce qui me fait le plus chier dans mon quotidien, il n'y a pas grand-chose, hein. À part la compta et tout ce qui est chiffres, pas grand-chose. Ton directeur financier, du coup. Merci, Jérémy. Et c'est quoi la partie que tu kiffes le plus? Trouver les solutions aux clients. Moi, c'est vraiment la partie que je kiffe le plus. Donc, te mettre dans un tunnel, c'est quoi? C'est comprendre la problématique du client ou c'est aller chercher la solution? Je comprends la problématique du client et en fait, dans sa phrase, j'arrive à capter d'autres problèmes sous-jacents et du coup, je lui apporte une réponse 360 degrés qui s'y attendait pas et qui correspond à ce qu'il attendait en vrai, sans me le dire. Ton rôle, t'estimes que ton rôle, c'est d'apporter plus que ce que le client attend? Ouais, ça fait partie des valeurs de mon entreprise, l'excellence, le partage, l'intuition et l'écoute. Bon, je te laisse avec ce dernier mot de la fin. Moi, je dis un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent à chaque fois. Oui, je suis grossier, désolé. Mais j'aimerais savoir déjà un grand merci, Chérine. Merci de prendre le temps. Merci de ta transparence, ton authenticité. Déjà, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée? Tout a été posé, je crois qu'on aurait bien papoté. Je te laisse le mot de la fin. J'espère un peu positif et encourageant à toutes les personnes qui nous écoutent, qui doutent par moments, mais surtout qui, comme toi et moi, veulent miser sur elles. Je te laisse terminer. Ne laissez personne vous dire que vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Et surtout, ne cessez jamais d'apprendre et d'investir en vous. C'est vraiment la clé, l'une des clés en tout cas du succès. Et si vous voulez créer votre marque de cosmétiques, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Business Cosmetics. T'inquiète, on va tout mettre dedans. Et si vous voulez continuer à être inspiré, n'hésitez pas à vous abonner à ce super podcast. Merci, Chérine. Merci à toi. Bon, un bon week-end. Ça y est, je crois qu'on peut dire que ça va être le week-end. De ouf. Bien mérité, une longue conversation. Merci à tous de nous avoir suivis et à la semaine pro pour un nouvel épisode. Bye. Ciao, ciao.